Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur l'expérience numérique et le monitoring, la supervision de l'expérience numérique. Donc Digital Experience Monitoring, hein, qui n'est pas forcément facile à traduire, mais que tout le monde va nommer sous le nom de DEM. Donc on est aujourd'hui réunis pour vous donner une explication de ce qu'est le DEM, à quoi il sert, comment l'employer, dans quel cas en fait la solution va avoir du sens. Donc je m'appelle Boris Rogier, je suis le CEO et un des fondateurs de Cadiska, et j'ai le plaisir de vous présenter à la fois le DEM et l'illustrer par notre solution. Donc la première chose, c'est que le DEM est on va dire un acronyme récent. Il vient de nouveaux besoins qui sont liés à la productivité numérique et principalement liés à la transition en fait vers le cloud. Donc on va vous expliquer pourquoi un nouveau mode de monitoring est nécessaire. Mais en fait, c'est guidé par la transformation et l'apparition d'un certain nombre de nouveaux éléments dans les systèmes d'information des sociétés, qui sont les applications SaaS, les applications web en général, l'usage des technologies de type cloud et PaaS, la généralisation du télétravail mélangé avec le travail sur site, donc l'hybridisation finalement du travail et des outils informatiques, la multiplication au niveau réseau de l'accès direct aux applications via Internet et des technologies de SD-WAN, et puis la couche de sécurisation qui accompagne cela, qui sont les réseaux Zero Trust, donc les Zero Trust Networks, les CASB ou le SSI en général, c'est-à-dire Security Service Edge, qui regroupe toutes les technologies qui permettent de sécuriser la connectivité d'utilisateurs qui sont distribués vers des ressources internes et cloud. Le DEM, c'est aujourd'hui le segment en matière d'observabilité, de monitoring qui a la plus forte croissance, et il est lié à l'ampleur en fait de la transition vers des technologies cloud, SaaS et les réseaux qui l'accompagnent. Il vise à optimiser de façon proactive en fait la performance, à permettre la résolution rapide d'incidents et à mieux gérer tous les fournisseurs qui sont impliqués en fait dans la livraison des services liés au cloud et au SaaS. Alors, le principe du DEM, ça va être de permettre à des départements, à des fournisseurs qui sont normalement très séparés les uns des autres, de résoudre ensemble des problèmes et de le faire dans un temps court. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Aujourd'hui, quand on livre une application SaaS, dans ce nouveau contexte hybride, il y a énormément d'acteurs en fait qui sont impliqués dans la livraison des services. Et dès qu'il y a une dégradation, le fait de déterminer d'où vient cette dégradation-là et de réussir à la résoudre peut être très long. Pourquoi? Parce que personne n'a une vision globale de la chaîne de livraison de l'application et de ce qui peut se passer, et que tous les acteurs vont devoir être engagés pour trouver l'origine, et que ça peut prendre beaucoup de temps. L'idée, le principe du DEM, c'est de réussir à donner une visibilité là où aujourd'hui il n'y en a pas, et de réduire le temps de résolution des problèmes de quelques semaines à quelques heures. Alors, si on regarde le DEM dans l'espace de l'observabilité et du monitoring, on va voir que le DEM, le DEX, l'UEM, la gestion des capital humains, l'ITSM, tout ça, c'est connecté. Ce sont des choses qui sont proches, mais qui sont différentes. Donc, je vais essayer de vous expliquer en fait en quoi consiste le DEM, le DEX et comment ils se situent par rapport à d'autres éléments. On a des choses qui relèvent du DEM du DEX, on a des choses qui relèvent plus des ressources humaines, on a des choses qui relèvent de la gestion des services aux utilisateurs en IT, on a des choses qui relèvent vraiment de la gestion des devices ou des équipements, des dispositifs utilisateurs. Et en fait, toutes ces choses-là sont différentes. Donc, qu'est-ce que c'est que le DEM par rapport à ça? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le DEM va intégrer plusieurs dimensions qui, dans un SI traditionnel, étaient gérées par des équipes différentes et par des outils différents. Il y a trois dimensions principales. La première, c'est ce qu'on appelle le RUM. Le RUM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme anglais, ça veut dire Real User Monitoring. Et il s'agit en fait de
superviser, d'avoir une visibilité sur les temps de réponse, sur l'expérience des utilisateurs, de façon passive, de façon en regardant ce que réellement les utilisateurs font. Donc, qu'est-ce que ça, pour le définir par comparaison, c'est obtenir ces mesures-là sans rejouer des scénarios ou sans simuler en fait de l'action utilisateur, mais en regardant ce que font vraiment les utilisateurs. La deuxième dimension, c'est la dimension qu'on appelle APM, pour Application Performance Management, c'est-à-dire monitoring de performance des applications. Donc, dans un SI traditionnel, ça va être appliqué sur les applications qui sont sous le contrôle de la DSI, et ça va consister à savoir comment elles s'exécutent, avec quel temps de réponse, avec quel niveau d'erreur. Et de la même façon, il va falloir, comme le RUM, l'appliquer dans ce nouveau contexte. Et puis, le dernier élément qui est séparé, qui est normalement géré par les équipes réseau, c'est le NPM, pour Network Performance Monitoring, c'est la performance du réseau. Okay, donc, l'idée, ça va être avec le DEM, d'arriver à une plateforme qui va couvrir ces trois dimensions-là et les couvrir d'une façon qui est pensée non pas en fonction de data center, de réseaux traditionnels, MPLS et d'agences, mais pensée pour le cloud, pensée pour le SaaS et pensée pour des utilisateurs qui sont infiniment plus distribués. Donc si on regarde plus en détail maintenant que le DEM va fournir. En fait, donc il y a les trois dimensions, la notion d'application, la notion de réseau, la notion de expérience utilisateur réelle. Qu'est-ce qu'il va falloir adapter pour couvrir le nouveau périmètre? La première chose, c'est que les applications ne sont pas les mêmes. Quand on parle de performance des applications, dans un environnement traditionnel, on va s'appuyer sur des applications traditionnelles avec un framework qu'on maîtrise, hein, ça peut être du Java, ça peut être autre chose, mais on passe de quelque chose où on monitore une application qu'on héberge, qu'on accède, qu'on développe, qu'on peut instrumenter, à une application qui plus souvent est une application web, qui très souvent est hébergée dans le cloud et parfois est hébergée dans le SaaS, et dans lequel l'accès qu'on a est soit néant, soit beaucoup plus restreint. Donc ça, c'est le premier élément. Donc il faut prendre en compte le fait que toute ou partie d'application nous échappe. Ça peut être uniquement une partie, et puis on peut avoir des services de tiers, on peut avoir des CDN, ou ça peut être du SaaS, auquel cas tout échappe au contrôle en fait de l'équipe qui doit monitorer cette application-là. Donc je vais vous donner une première démo de ces éléments-là. Donc je vais partager mon écran et me connecter sur une plateforme. Alors, voilà, je vais changer mon partage d'écran, je vais l'arrêter et le recommencer. Et voici une première plateforme. Donc, vous voyez maintenant, en fait, l'interface de Kaliska. Donc, quand on gère une application, par exemple, quand on gère la plateforme Kaliska, ou quand on gère notre site web, par exemple, qui va être accédé par différentes personnes, on peut voir, en fait, combien d'utilisateurs se rendent sur la plateforme, quelle est la latence réseau qui les sépare, et puis on voit qu'à certains moments, il peut être long de charger certaines applications. Les appels d'API, par exemple, vont être par contre relativement courts, et puis on a un certain nombre d'erreurs. Le principe, ça va être de comprendre pour cette application où se trouvent les utilisateurs, lesquels rencontrent des difficultés, et on va pouvoir en fait se dire, voilà, quand je charge des pages, quelle est l'évolution en fait des temps de réponse pour charger des pages, quels sont ces volumes-là, comment ceci évolue en fonction des utilisateurs, de leur position géographique, en fonction des OS qui viennent se connecter à ces éléments-là et des navigateurs qui seront employés. On va le voir aussi en fonction des transactions qui sont réalisées, donc on peut le prendre sur une période plus longue pour obtenir par exemple plus de données. Et on va être capable de voir, par exemple, qu'il y a un moment où on a une dégradation, vous voyez, autour du 14 mars, situer exactement qui peut être impacté par ça, et situer quelle est l'origine du problème. Donc on peut sélectionner cette période-là, on va se rendre compte qu'il y a des utilisateurs qui étaient en Océanie et qui vont rencontrer un problème, et on va pouvoir isoler que ce sont des gens qui sont sur Chrome, que l'origine de leur problème vient à la performance de leur navigateur qui a mis très longtemps à construire la page correspondante,
et que c'était sur une plateforme Windows. Okay, si on veut s'intéresser cette fois, par exemple, à un problème qui a trait à des calls d'API, ben, on va pouvoir de la même façon aller regarder l'évolution des tendances en fait sur les calls d'API, identifier que au même moment, par exemple, on a eu une dégradation et que c'était probablement lié à nos utilisateurs qui étaient en Océanie et qui avaient grosso modo de mauvaises performances au niveau réseau, au niveau du coup accès au serveur, et que c'était le serveur d'app.calista qui était difficile à joindre. De la même façon, si je voulais savoir par exemple quelles sont les erreurs qui impactent ces utilisateurs-là, je pourrais tout simplement cliquer ici et voir ce qui engendre des erreurs. Donc ça nous permet finalement d'avoir une vision de la performance des applications. Alors là, j'ai pris notre application, mais ça va être toutes les applications. C'est-à-dire que si vous rencontrez une difficulté qui, au lieu de concerner une application qui est dans votre maîtrise, concerne Google Mail, on va pouvoir de la même façon aller comprendre sur quelle page on a des problématiques d'erreurs, filtrer sur ces pages-là et comprendre exactement ce qui va engendrer des erreurs et comprendre que ça vient de l'autre play.google.com et comprendre exactement aussi quelles sont les transactions qui posent problème et retrouver ces éléments-là. Donc, voilà. Ça, c'est un premier élément. Je vais continuer, reprendre la présentation et on va passer à une deuxième dimension de l'expérience digitale avec le RUM. Ici, il s'agit de comprendre en fait ce que les utilisateurs font avec des applications, quelles transactions ils font et quelle est l'expérience qu'ils obtiennent. Donc, à nouveau, quand on pense ancien monde, nouveau monde, dans un environnement traditionnel, ça aurait été des applications packagées, installées dans un data center. Aujourd'hui, quand on est dans une perspective d'IT moderne, c'est plus des applications SaaS et web hébergées dans le cloud. De la même façon, sur un IT traditionnel, c'est quelques applications principales qui sont assez séparées des autres. Dans le cas d'un IT moderne, en fait, on se rend compte que les applications SaaS, aujourd'hui, elles font l'objet de beaucoup de personnalisation et elles vont utiliser des API pour aller chercher des données dans une application traditionnelle, dans une autre application SaaS, dans une application qui est hébergée dans le cloud. Et de la même façon, dans un cas, on pouvait instrumenter l'application dans l'environnement dans lequel on la trouve, c'est en général data center. Ici, on n'a pas accès à l'endroit dans lequel se trouve l'application, et le seul choix qu'on a, c'est d'instrumenter finalement le point, on va dire, de terminaison, le point utilisateur. Et puis, il y a une autre dimension qui apparaît aussi avec l'IT moderne, c'est l'impact de tous les services de tiers, de toutes les intégrations qu'on va faire dedans, des CDN et des API. Donc, si je prends, je vais de la même façon vous présenter une démo et partager mon écran pour un autre élément. Donc, on va repartir un petit peu en arrière, puis on va s'intéresser à une autre application. On va par exemple s'intéresser à une application qui chez nous est une application métier importante, qui est HubSpot, sur lequel on a, vous voyez, un certain nombre d'utilisateurs, une dizaine d'utilisateurs, une connectivité réseau qui n'est pas très bonne, et on va essayer de comprendre qui peut être impacté par une bonne, une mauvaise perspective sur HubSpot et qui est en mesure d'utiliser l'application correctement. Donc, on va cliquer ici, on va voir l'évolution de semaine en semaine du nombre d'utilisateurs, l'évolution des performances quand on veut charger la première page d'HubSpot, et puis l'ensemble des calls d'API qu'on exécute. Et là, on voit que c'est relativement stable, il y a quelques pics. Par contre, il y a clairement des erreurs qui n'existaient pas sur HubSpot qui sont apparues. On va pouvoir s'intéresser à ça. Donc là, on voit tous les utilisateurs qui sont venus sur notre HubSpot. On voit des utilisateurs globaux. Donc, je vais retirer par contre ici notre site web qui était resté dans mon filtre, mon erreur. Donc là, on retrouve finalement pas tant d'erreurs que ça, un petit peu. Mais surtout, on voit des pics de performance qui sont assez satisfaisants. La question, ça va être de savoir qui est impacté par ça. On voit ici l'ensemble des utilisateurs qui sont distants, et on les voit par opérateur, mais on peut les voir aussi par pays ou par ville, en fonction de ce qui est pertinent. On peut lier, par exemple, des dégradations réseau qui impactent des gens qui viennent par l'opérateur LDCOM et voir que ça se traduit par une expérience qui est dégradée. On peut le voir aussi au niveau de sites.
où on va voir des utilisateurs qui sont placés respectivement à Paris, à Montréal, en Belgique, nos 3 sites, obtenir des relativement bonnes perfs réseau et une bonne expérience en général. Donc, nos problèmes sont plutôt liés en fait à des utilisateurs qui se trouvent loin, soit sur SFR, soit sur LDCom, et on va pouvoir le constater ici, c'est-à-dire que quand je regarde le diagramme d'accès à HubSpot, je vois très bien que ce sont des gens qui sont à distance, qui ont des problèmes pour joindre HubSpot, et pas les gens qui sont à Paris, Liège ou Montréal. Si je me situe dans la perspective d'une résolution d'incident, eh ben, je vais pouvoir me fixer ici, et là je vais voir que était impacté par une problématique à 500 millisecondes des utilisateurs qui se trouvaient chez Orange. Je peux éventuellement savoir où ils se trouvaient. Celui qui manifestement avait une mauvaise performance était situé à Caen. Et je vais pouvoir potentiellement centrer ici. Et si cette personne-là appelle le helpdesk, je vais pouvoir savoir qu'il s'agit de Boris Rochier, c'est-à-dire moi. Et je vais pouvoir centrer toute mon analyse vraiment sur un utilisateur et regarder peut-être pas seulement ce que je fais sur HubSpot, mais regarder de façon plus générale euh, soit tous les endroits depuis lesquels j'ai accédé à HubSpot et voir quel est le résultat en termes d'expérience. Et on voit qu'il y a en effet des pics d'activité, mais aussi des pics de temps de réponse. Je peux voir que je souffre d'assez peu d'erreurs. Et on peut voir par contre que ma connectivité varie beaucoup, avec des moments où ma connectivité est très mauvaise, avec des temps DNS. Vous voyez, faire une résolution DNS par moment, ça me prend 1 seconde, ou 700 millisecondes ici, ce qui est relativement normal, une grande variété d'opérateurs différents avec des localisations. Une machine qui sature quasiment jamais son CPU, a toujours un minimum de RAM disponible. Donc on voit bien que j'ai plutôt des problématiques réseau. Et si on veut savoir dans quel contexte se produisent ces problématiques réseau, je peux sélectionner ici et voir que j'étais chez Orange, en remote, à Caen, et que ça a impacté en fait HubSpot, mais peut-être pas que HubSpot. Si je retire le filtre HubSpot, je peux voir toutes les applications que cela a impacté, et je peux voir en effet que j'ai d'autres applications vers lesquelles ma latence était élevée à ce moment-là, Asana, la plateforme Kadiska, et que j'ai plutôt un problème de connectivité, on va dire, de moi en tant qu'utilisateur que lié à l'application. Voilà, donc ça c'était un deuxième exemple. Je vais reprendre le fil de ma présentation et continuer. C'est une deuxième dimension du DEM. Et puis la dernière, c'est vraiment le monitoring des performances réseau. Et là, qu'est-ce qui change de l'ancien monde au nouveau monde? Dans l'ancien monde, on avait des réseaux privés, MPLS, donc ça se traduit par quoi? En clair, on savait quel était le chemin qu'empruntait un utilisateur pour rejoindre un data center. Surtout, on savait de qui était la responsabilité, la performance en fait de ce lien réseau. En général, on avait un opérateur. Si on avait une problématique de latence entre un site utilisateur et un data center, on savait qui appeler. On est passé sur des réseaux qui sont à la fois beaucoup plus dynamiques, parce qu'ils s'appuient sur des réseaux publics, donc les chemins changent sans arrêt. On s'appuie sur des réseaux qui sont plus complexes, parce qu'on ne fait pas que de l'accès Internet direct avec des chemins dynamiques. En plus, on rajoute des couches d'overlay qui augmentent le caractère dynamique de ces réseaux-là. Donc, on va parler par exemple de SD-WAN, mais on va parler aussi de toute la panoplie de services cloud qui permettent de sécuriser l'accès distant aux applications. Donc, ça va être le SSE en général, Security Service Edge, qui va comprendre du CASB, donc des Cloud Access Brokers pour l'accès aux applications SaaS, le ZTN pour l'accès à des ressources qui sont plus privées, mais aussi notre bon vieux VPN qui s'appuie sur la connectivité Internet et permet de joindre de façon privée des applications. De la même façon, avant, c'était des utilisateurs sur site vers des centres de données. Maintenant, ce sont des travailleurs hybrides. Ce sont des gens qui peuvent travailler dans plein de contextes différents, qui peuvent être sur un bureau, sur un autre, qui peuvent être sur la route, qui peuvent être en télétravail, et qui vont joindre pas seulement le data center, mais aussi des clouds. Et du coup, avant, on était très centré sur est-ce que j'ai encore de la capacité pour relier mes agences à des data centers, parce que la performance était en général assez stable. Là, aujourd'hui, la problématique, elle est un petit peu différente. Comme il y a beaucoup de comportements dynamiques, que ce soit au niveau des réseaux ou au niveau du SD-WAN, c'est-à-dire des surcouches, ou du SSE, et qu'on peut être envoyé à des endroits très différents. C'est-à-dire que quand je me connecte à mon proxy cloud, je peux être redirigé localement à quelques kilomètres de chez moi, mais je peux aussi, par erreur, être redirigé très loin. On va plus se préoccuper, en fait, de la nature du chemin qui est emprunté et de comprendre
quelle route mes utilisateurs prennent pour joindre une ressource et au niveau de quel saut je rencontre une problématique. Donc, si je vous fais une démo de cela, je vais à nouveau partager mon écran et je vais vous montrer très rapidement comment ça se matérialise concrètement. Donc ici, je vais passer dans cet univers-là, et puis ce que je vais vous montrer, par exemple, c'est à quel point Salesforce est joignable pour mon organisation ou pas. Donc il y a deux éléments clés dans Salesforce, son CDN et sa plateforme passforce.com. J'ai tout de suite une vision globale, vous voyez, sur chaque bulle, vous voyez un nombre, c'est le nombre de sites depuis lesquels on teste. La couleur qui peut tourner vers le violet avec des latences très élevées va vous indiquer si on met longtemps ou pas à joindre les ressources, et le trait rouge va vous indiquer la quantité de pertes de paquets auxquelles sont exposés les utilisateurs quand ils veulent joindre Salesforce. La première chose qu'on remarque, c'est que la performance de la latence en fait vers le pass est relativement bonne, relativement stable. La quantité de perte de paquets est relativement faible. Et à l'inverse, sur le CDN, on a une latence qui, sur 31 jours, a augmenté considérablement, et puis des pertes de paquets qui sont importantes. On va se focaliser là-dessus, ça va rafraîchir cet élément-là. On se rend compte qu'on a plein de zones, vous voyez le sud-est des États-Unis ou l'Espagne, où on rencontre des difficultés en termes de perte de paquets. Donc on va pouvoir peut-être se focaliser sur un site donné sur lequel on va identifier des dégradations. Donc vous voyez par exemple que depuis l'Australie, la performance était bonne et elle s'est très fortement dégradée. Par exemple, on pourrait s'intéresser à ça, oui, les pertes de paquets apparaissent au même moment, et on a le même comportement au Canada. Si on veut s'intéresser à pourquoi ça se produit, on va regarder vraiment le chemin qui est emprunté. Et là, vous voyez, on regarde une période qui est peut-être un peu longue de 30 jours, mais vous voyez que le problème, il apparaît le 4 mars. Donc on va s'intéresser à cette période-là, où apparaissent sur les deux sites les premières pertes de paquets et puis surtout les augmentations de latence à un point tel qu'on peut juger que l'application est probablement pas disponible à ce moment-là. Et si je descends, en fait, je vois chacun de mes deux sites et les différentes résolutions DNS, c'est-à-dire les nœuds du CDN de Salesforce, qui me permettent d'accéder aux ressources dont j'ai besoin pour faire fonctionner Salesforce. Donc, vous voyez, à Sydney, il y a 3 chemins possibles, c'est assez simple. Au Canada, il y a beaucoup plus de destinations possibles et beaucoup plus de chemins possibles empruntés. Donc, on peut regarder, par exemple, comment ça se passe quand ça va bien, donc au point de départ avant l'incident. Et là, on va voir en fait les chemins qui sont empruntés. Et on voit qu'on a un chemin depuis Sydney qui est très très simple. Vous voyez, je passe sur un premier routeur, je traverse ce premier opérateur vert, je passe au travers de mon opérateur violet et j'arrive directement sur le CDN de Salesforce. Ok, ça se passe bien. Ici, je sors de mon site canadien, je vais passer par cet opérateur-là qui est OVH, et puis je vais ensuite joindre juste un point de peering en Grande-Bretagne, d'ailleurs, pour joindre mon CDN Salesforce. Au moment où ça se dégrade, qu'est-ce qui change? Je vais choisir un point ici où les deux sont dégradés, j'ai beaucoup de pertes de paquets, j'ai des latences qui sont incroyablement élevées. Eh bien, il suffit de dire je veux voir où la loss a lieu pour comprendre exactement où se situe la dégradation. Donc, vous voyez ici, vous avez au niveau de ce point de peering pour les Canadiens, qui font tout ce chemin-là, qui sortent en fait d'un réseau qui est celui d'OVH, qui joignent un point de peering juste avant de joindre le CDN de Salesforce. Et ici, ils ont 41% de perte de paquets, des latences incroyables. Et en fait, ça va rendre le CDN de Salesforce quasiment injoignable. Et on a un phénomène assez similaire sur un point de peering en Australie, au même moment, en sortant de cet opérateur australien. Donc voilà, ça illustre ce à quoi ressemble en fait la partie réseau d'une offre DEM aujourd'hui. Ok, donc si je continue sur ce chemin-là, donc je vais repartager mon écran. Donc quels avantages on obtient en fait avec du monitoring DEM? À quoi ça sert? Ça sert à accélérer la résolution de problèmes qui affectent en fait aux utilisateurs. Ça sert à optimiser efficacement en fait l'expérience utilisateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec une solution DEM, je vais être capable de comprendre où est-ce qu'il y a des ressources possibles pour améliorer les temps de réponse pour mes utilisateurs et de pointer les efforts dans la bonne direction, d'éviter de dépenser à la fois du temps, des ressources et du budget sur des choses qui ne vont pas produire des résultats.
Et ça permet de réduire la complexité et les coûts parce qu'on va tout simplement réduire les efforts inutiles pour améliorer la performance. D'un point de vue business, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple. L'outil informatique, il a un rapport direct avec la productivité des utilisateurs qui se trouvent derrière les machines. Si vous améliorez cette expérience, vous améliorez directement la productivité des utilisateurs. Donc, si vous êtes un distributeur, vous allez améliorer les ventes directement. Si vous êtes en train de gérer des appels clients, vous allez améliorer le temps de durée des appels et le nombre d'appels que quelqu'un peut prendre et qu'il peut traiter. Vous allez améliorer aussi les postes de travail et éviter de surinvestir aussi à rénover des postes de travail quand ça n'est pas nécessaire en trouvant d'autres sources d'optimisation. Et vous allez, in fine, mieux servir vos clients. Alors, on arrive au terme de cette présentation. J'ai pas forcément malheureusement le temps de fournir quelque chose de plus détaillé, donc c'était assez rapide. En revanche, on peut vous proposer de vous faire une démonstration beaucoup plus personnalisée en fonction de vos contextes, de répondre à vos questions et également de tester la solution de Kadiska. Installer Kadiska sur votre environnement, ça prend en général pas plus que 30 minutes et ça vous permet d'obtenir une visibilité immédiate sur les performances à la fois de vos applications internes et SaaS et de vos réseaux, que ce soit en hybride ou de vos réseaux internes. Donc, je vous invite fortement à visiter learn.kadiska.com/try, de remplir le formulaire et puis de nous demander tout simplement de tester la solution dans votre environnement.